vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien encore cette semaine. J'espère que vous vous sentez bien en ce mois de décembre. On glisse tranquillement vers Noël, on glisse tranquillement vers la fin de l'année 2021. Et en temps et lieu, on en fera le bilan. Moi, pour le moment, cette semaine, j'ai décidé, parce que il y a quelques semaines, je vous avais dit que je vous parlerais de Mylène Farmer, qui est ma très grande chanteuse. Et bien, c'est aujourd'hui que ça va se faire et je vais vous en parler de façon très, très simple. C'est une improvisation très, très spontanée de Mylène parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais vous laisser aussi le plaisir de la découvrir si vous avez envie de le faire. Mais tout d'abord, je vais vous donner quelques infos biographiques, mais pas beaucoup parce que il n'y en a pas tant. Hein. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Mylène. Malheureusement pas encore en médias substituts. Faudra sûrement en faire la demande, mais je vous dirais que, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est très peu autorisé de la part de Mylène, parce que Mylène, ce qu'on doit peut-être en dire et en retenir, c'est que c'est une artiste qui est extrêmement discrète et secrète, et non seulement qui veut préserver sa vie privée, mais qui aussi, lorsqu'elle veut sortir un album ou une tournée de spectacle, ne veut pas tout dévoiler avant. Elle veut que l'on soit au rendez-vous. Donc, moi, je le vois comme ça. Hein, c'est un rendez-vous pendant lequel on découvre des choses et non pas tout savoir avant. Donc, je vous dirais que, premièrement, Mylène, quand on lit les différentes biographies, c'est difficile de savoir, premièrement, son vrai prénom. Hein. Il y a des biographies qui disent que c'est Mylène, il y en a qui disent que c'est Marie-Jeanne, il y en a qui disent que c'est Marie-Hélène. Mais ce qu'on sait, c'est que son nom de famille, c'est Gauthier. Et ce que peu de gens savent, et ça vient un petit peu changer la donne des fois, c'est que Mylène, elle est née au Canada, pour ne pas dire au Québec. Elle est née à Pierrefonds. Parce que les parents de Mylène, bien sûr, sont français, mais le père de Mylène a eu à l'époque un contrat pour une construction de barrage et il a déménagé sa famille au Québec, dans le coin de Pierrefonds. Et Mylène, elle est née à Pierrefonds. Donc, Mylène, elle est québécoise et c'est vers l'âge de 10 ans qu'elle est repartie et elle a trouvé ça très difficile de quitter le Québec, mais en contrepartie, elle n'est pas souvent revenue et je pense que ce que beaucoup de personnes lui reprochent, c'est qu'elle n'est jamais venue faire de spectacle au Québec, même si lors de sa tournée en 1996, il en avait été question, mais ça ne s'était pas fait. Et ça ne s'est toujours pas fait depuis. Il y a des gens qui parlent un peu, des fois, à travers de leur chapeau, quand il est question de Mylène Farmer, qui vont dire que Mylène Farmer n'a qu'un seul hit et que son hit, c'est Désenchanté. Ben, c'est faux parce qu'il y a eu d'autres hits avant Désenchanté et il y en a eu aussi d'autres après. Donc, pour appuyer mes dires, c'est que Mylène a en ce moment 11 albums studio, hein, ce qui n'est quand même pas rien, en 30 ans de carrière. Au début de sa carrière, Mylène sortait des albums
très espacé. Là, c'était quand même assez long. Là, s'il y avait une tournée qui venait s'infiltrer là-dedans, ben, c'était encore plus long, mais on l'attendait toujours, hein, que ce soit un album studio ou un spectacle. On attendait beaucoup, beaucoup Mylène. Depuis les dernières années, là, je vous dirais, elle a sorti un album en 2008, en 2010, en 2012, en 2015 et en 2018. Et c'est ça. Et il y a eu des spectacles aussi à travers ça. Il y a en ce moment 7 concerts que Mylène a fait et qui sont tous disponibles en vidéo ainsi qu'en CD audio. Donc, ça se trouve encore très facilement. Et le 8e concert de Mylène, ben, je vous en ai parlé, hein, il est prévu pour 2023 et elle va faire une tournée de stade. Donc, ce ne sera pas des spectacles dans des plus petites salles, ça va être vraiment dans des stades. Et les stades, on s'entend qu'environ c'est 60 000, 80 000 personnes par soir. Alors, moi, j'ai arrêté mon choix sur la Belgique. Ce sera le 22 juillet 2023. C'est encore loin, mais j'ai déjà hâte. Et bien sûr, je pourrais vous dire, vous pouvez écouter tous les albums studio de Mylène, tous les concerts. Moi, je vous dirais, je préfère les concerts, mais c'est mon choix personnel. Et il y a une compilation que je pourrais vous proposer c'est les deux. C'est 3 CD, premièrement, la compilation. Et le premier CD, ce sont des extraits live. Et les 2 autres, ce sont des extraits studio. Et cette compilation-là s'intitule « Histoire de ». Et c'est la rétrospective des succès de Mylène Farmer de 1984 à aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous procurer cette compilation qui est facilement trouvable aussi et d'écouter. Hein, puis bien sûr, Mylène, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Et je sais aussi qu'elle a d'autres fans au Québec et bien sûr un peu partout dans le monde parce que sa tournée de stade, ça va se faire dans plusieurs pays, dont la Russie, c'est ce qui est quand même pas rien. Donc, en tout cas, si jamais vous décidez d'écouter suite à mon intervention d'aujourd'hui, ben n'hésitez pas à communiquer avec moi pour me dire ce que vous en pensez et on pourra peut-être s'échanger des messages sur Mylène. Voilà. Alors, c'est ce qui termine un petit peu ma petite présentation aujourd'hui. Et mon invité maintenant de cette semaine, c'est un monsieur très sympathique qui, lui aussi, a mis tout ce qui était en sa possession pour tenter de rendre sa vie de personne non-voyante, disons, plus agréable et aussi plus constructive. Cette semaine, on parle avec Hugues Mailloux. Encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui, pour moi, est nouveau et quelqu'un qui s'est donné la peine d'entrer en contact directement avec moi. Ça fait que ça s'est fait, encore une fois, très rapidement. On s'est parlé, on a convenu d'un temps et c'est aujourd'hui que je vous le présente. Il s'appelle Hugues Mailloux. Tout d'abord, bonjour. Salut Martin, ça va bien? Très bien et merci d'accepter de participer au projet Connaissez-vous et d'avoir entré en contact avec moi pour manifester ton intérêt. Moi, ça me facilite grandement la vie et ça enrichit le projet par la même occasion. Alors, tout le monde est content et c'est merveilleux. Alors,
on pourrait commencer. Tu me disais aussi que tu as écouté plusieurs entrevues. Ça fait que tu sais un peu c'est quoi le format. Alors, on pourrait commencer par le début, bien sûr, si tu es d'accord, peut-être nous dire Oui. à quelle époque tu es né et à quel endroit. Moi, je suis né au monde le 9 avril 1954. J'ai pas connu ma mère, donc je vais en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. Vers l'âge de 2 ans et demi, par la suite, j'ai été placé ils appelaient ça la crèche dans le temps. OK. J'ai été placé quelques mois. Et ce qui est arrivé, c'est que je cherchais ma mère, puis ça a pause qu'elle était, puis il paraît que je faisais des crises à tout finir, donc c'était pas facile. Et puis en plus, vers l'âge de 2 ans et demi, j'étais dans une famille, la famille Drouin qui m'a accepté, par rapport que j'ai été placé là par les services sociaux de l'époque. En passant, je salue ces gens-là. Ils sont peut-être à l'écoute d'Internet présentement. Alors, en plus, j'ai grandi là. Vers 4 ans, à un moment donné, j'ai essayé le piano. Et je me suis aperçu à un moment donné que j'aimais mieux avoir un instrument de liberté. Donc, un peu plus tard, on m'a donné un petit accordéon. J'ai pratiqué avec ça pour m'habituer. Et ensuite, vers l'âge de 10 ans, j'ai été intégré. Je suis allé à l'Institut Louis Braille à Longueuil. Je devais aller à l'Institut Nazareth, mais malheureusement, les religieuses ne m'ont pas accepté parce qu'elles n'étaient pas assez évoluées au plan psychologique. Oh, donc, c'est pour ça que Oui, vas-y. Non. Donc, je suis rentré chez les Terres du Saint-Viateur en 1964, en septembre 64, et j'ai passé 11 ans dans cet endroit-là. Okay. C'est mon primaire là. Et j'ai été intégré dans une classe spéciale. Ils appelaient ça la 6e spéciale dans le temps. Avec d'autres élèves qui avaient des grosses difficultés aussi. Et c'était pas facile non plus, mais par contre, j'avais pas le choix pour partir mes études. Mais par contre, là, ton handicap visuel, ça datait de la naissance? Oui, c'est que j'ai eu trop d'oxygène, ça a brûlé la rétine puis le nerf optique. À 12 ans, il devait m'opérer. Là, ce qui est arrivé, c'est que le médecin il a dit à ma famille, on peut pas l'aider, on peut pas rien faire. Le nerf optique puis la rétine, c'est brûlé bien raide. Donc, j'étais condamné à être dans le noir toute ma vie. Okay. Par contre, quand j'étais jeune, je voyais la clarté, je voyais aussi la neige qui brillait en hiver, je voyais les lumières au-dessus des patinoires dans les églises, etc. Et là que je me suis aperçu que j'avais une perception lumineuse. La chance de voir la clarté. OK. Et là, et toi, bon, tu disais, je voyais des perceptions lumineuses puis tout ça, mais est-ce que tu étais en contact avec, je sais pas, d'autres enfants? Est-ce que tu réussissais à faire des activités quand même avec d'autres? Est-ce que tu te souviens un peu de comment tu as compris, dans le fond, que tu étais différent des autres enfants? Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai participé à des activités. On est allé au parc en arrière de la maison. On passait à travers le bois, puis on s'en allait patiner l'hiver. Et puis, c'est là que j'ai pu intégrer à la population. Ça a été une bonne expérience. J'ai bien aimé ça. Oui, c'est avant mes débuts à l'Institut Braille que j'ai pu profiter d'aller patiner. OK. Tu en gardes une bonne expérience, ça n'a pas été trop difficile? Non, les gens m'ont accompagné, puis ça a été tout un défi.
OK. Et là... Parce que- non, vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y, c'est beau. Donc, ça a été un défi parce qu'il fallait que j'écoute les lames le bruit des lames sur la glace. Pour te situer, pour savoir un peu où étaient les Et gens. puis en plus, c'était pas facile l'équilibre non plus. Fait que c'est surtout les filles qui m'ont montré à tenir mon équilibre sur patin. OK. Donc, c'est pour ça que j'avais des difficultés au départ et puis c'est pour ça que j'en ai profité pour avoir de l'aide pour pouvoir fonctionner. OK. Mais somme toute, ça a été une belle expérience. Oui, une belle expérience, puis ça m'a permis de prendre l'air aussi. On avait des gros froids dans ce temps-là, et puis ça partait à partir de de décembre jusqu'à mars, à le temps. OK, des gros froids, mais quand même, possibilité d'être à l'extérieur, de faire des sports extérieurs. Oui, c'est ça. Puis même, j'en ai profité aussi pour, avec la gang, on était dans les côtes, et puis à des valets, c'était pas long. Et il n'est rien arrivé de fâcheux? Il n'y avait pas trop d'accidents? Il n'y avait pas trop de désorientation? À un moment donné, j'étais à Sainte-Catherine-de-Hatley. J'étais avec une de mes sœurs. Puis là, c'est pas ma famille biologique en passant, c'est sûr. J'étais avec une des sœurs. Là, on partait pour glisser. Puis on a foncé dans un arbre. Oh! C'est pas trop de blessures? Non, mais ça a fessé pas à peu près. Ça surprend. Oui, Okay. énormément. Uh-huh. Et l'été, est-ce que c'était plaisant aussi? Est-ce que tu as des souvenirs? Oui, l'été, on allait au chalet, on allait se baigner dans le petit lac Magog, et puis on faisait des coupes en dable. Je vais te conter qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des frères, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la chaloupe à un moment donné, ils ont mis ça sur le lac, ils ont viré à l'envers. Oh! On s'en allait dans le milieu du lac avec ça, puis on avait du fun. À un moment donné, ce qui est arrivé un samedi matin, je me suis en allé pour agripper après la chaloupe était à l'envers. C'était plein de clous. Et ce qui s'est produit, c'est que je me suis agrippé après la chaloupe, ça allait bien. Quand je suis venu pour me dégriffer de là, le costume de bain déchirait. Oh. Comme je dis en québécois, le moineau s'est fait aller à l'air libre. Là, une des sœurs, elle m'a dit, va te cacher avec ton moineau. Moi, je lui réponds, fais-toi-en pas, t'en as vu en masse des moineaux. C'est que c'est pas toi Donc, que ça... oui, vas-y. C'est pas toi que ça l'a incommodé, c'est plus la sœur? Ouais, moi aussi, ça m'a incommodé d'un côté, mais par contre, c'est pas grave. J'étais dehors, puis j'aimais ça. C'est ça, ça faisait partie un peu de l'aventure, puis un peu des risques de l'activité qui arrive des fois, des incidents comme ça. Ben oui, puis en plus, quand j'étais au milieu du lac, j'en profitais pour faire des plongeons aussi. Ah oui, OK. T'étais quand même aventurier, là, parce que se rendre au milieu du lac... Ah oui, c'était très aventurier dans le temps, puis surtout avec les frères, là, Sarto et compagnie, là, eux autres, là, ils en profitaient, puis là, c'est que, en tout cas, là, j'ai plongé à l'eau plusieurs fois, puis j'ai pas eu peur, parce que quand j'étais à l'Institut de Woubraille, on m'a entraîné à affronter la peur de l'eau. Avant un religieux des Terres Saint-Viateur m'a aidé justement à m'initier à l'eau et à me montrer à nager, justement. C'est ça, il vous poussait quand même à faire des choses, là, à sortir de votre zone de confort, puis faire des activités, puis bouger, là, rester actif. Oui, c'est ça. C'est bien quand même. Le but, c'était d'être en forme, puis avoir du plaisir. OK. Et toi, tu te considérais comme quelqu'un de plus... justement de plus actif, qui aimait bouger que, admettons, d'aller à l'école? Oui, justement, moi j'aimais ça bouger dans le temps aussi. Puis même quand on était à l'école, on bougeait aussi, on jouait au hockey à un moment donné
avec des boîtes de conserve de jus de tomate vide en plein hiver. OK. Et on jouait aussi au hockey salon avec un beigne, là, avec une boule qui avait dans laquelle il y avait des grelots. OK. Et on faisait aussi, à un moment donné, des concours de tir au câble. Ah, c'est cool. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que on tirait au câble de toutes nos forces. Le câble s'est sectionné. Oh. Et on s'est ramassé sur le popotin. Wow, OK. Ça, ça jouait dur. Ah, mon dos, oui. En tout cas, on avait du fun puis on riait. Ben, c'est ça qui compte, hein? C'est que malgré les petits incidents, là, la bonne humeur semblait demeurer au rendez-vous. Ah, ben oui. Puis, les éducateurs, ils nous encourageaient, puis c'était pas mal captivant, l'aventure, là. En tout cas, on tirait au câble, là, puis là, ben, le câble s'est sectionné, puis on s'est ramassé sur le popotin au sol, puis on riait comme des fous. Et en classe, comment ça se passait? Ben, en classe, c'est que j'apprenais, c'est qu'on m'expliquait, par exemple, au niveau du braille, là, on m'expliquait c'était quoi la matière, comment que ça se faisait. Je posais des questions aussi, puis dans le temps, on avait des cours sur la religion aussi, là, la catéchèse. Là. OK. Oui. Est-ce que tu as connu l'époque où il fallait apprendre beaucoup de choses par cœur, là, réciter des choses par cœur? Oui, comme par exemple le calcul mental, c'est ça, j'ai trouvé ça raide pas mal. Oui? Parce que moi, j'étais... fallait pas grand-chose en mathématiques. Fait que le religieux, le professeur, il m'habituait à faire du calcul mental. Donc, toute la classe faisait de ce calcul-là. Il donnait des chiffres à additionner. Il fallait le calculer mentalement. Mm-hmm. Oui. Et c'était pas ta chose préférée, là? C'était pas... Ah non, j'étais pas vraiment à l'aise de ce côté-là parce que c'était assez difficile de calculer. Parce que le calcul mental, ça développe la mémoire, oui. Mais par contre, quand il y a trop de chiffres, là, faire les pédales. Oui. C'est ça, hein? Il faut comme... C'est ça, ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de concentration. Oui. Donc, au niveau du primaire, à un moment donné, vers la 4e ou 5e année, j'ai continué à apprendre le braille. J'ai été prise en charge par une dame non-voyante qui était professeure, que j'ai estimé beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans mes années d'apprentissage. Madame Godic, Pauline Godic, qui m'a beaucoup aidé à apprendre le braille, puis à apprendre d'autres matières aussi. C'est ça que j'ai évolué de ce côté-là. Est-ce que... Donc, j'ai passé... Oui? Non, j'allais dire, est-ce que l'apprentissage du braille, est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait? Est-ce que toi, t'aimais ça, lire le braille? Oui, mais par contre, ça demandait beaucoup de concentration parce que c'était pas... il n'y a rien de facile dans la vie, comme on dit, parce que le braille, c'est toute une orientation, c'est tout un défi, comme on dit, là, d'apprendre cette matière-là. OK. Mais malgré tout, tu y parvenais, puis tu as eu du soutien, puis tout ça, puis ça s'est fait. Oui, puis en plus, là, il fallait apprendre à un moment donné les abréviations, là. Oui. Les abréviations, le problème, c'est que ça désavantage parce que tu peux pas savoir vraiment l'orthographe du mot. C'est vrai. Donc, ce qui veut dire que au niveau de l'intégrale, tu sais comment que les mots s'épellent. C'est à force de lire que tu finis par intégrer l'orthographe du texte. Qu'on finit par perdre un petit peu avec le braille abrégé. Oui. Effectivement. Oui, parce que tu risques des fois d'écrire au son aussi. Oui. Effectivement. Donc, c'est pour ça que j'ai appris ça. Le fait de lire en braille abrégé, ça développe la lecture, ça augmente la vitesse de lecture. Oui. Un exemple, tantôt, je
je lisais le rapport d'activité du RAM que j'ai reçu par la poste, et puis quand c'est en braille abrégé, ça va beaucoup plus vite à lire en braille intégral, parce que faut que je vois mot par mot qu'est-ce qu'il y en est, puis des fois c'est coupé, saccadé, parce que lire le braille intégral, c'est plus compliqué que le braille abrégé. Ça prend de l'espace, hein. Les abréviations, ça permet quand même de lire d'une façon un peu plus intuitive là que d'avoir à tout décoder toutes les lettres du mot. Oui, exact. Donc c'est le fait que le texte soit abrégé, ben, ça permet de réduire l'espace aussi, parce que quand c'est en braille intégral, ça vient que c'est toute une brique. Je vais donner un exemple. Mettons que tu prends le livre de Papillon d'Henri Charrière, de 16 volumes en braille abrégé. OK. Tandis qu'en intégral, il y en aurait... selon moi, ça double l'espace. C'est ça, hein? Ça prend pas mal plus de volume, premièrement, hein, à avoir à notre disposition quand on veut lire un ouvrage au complet. Oui. Même, j'ai eu la chance de lire aussi, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire des Bob Moran. Pas beaucoup, non. Peut-être un petit peu quand j'étais bien jeune, là. Oui. C'est quelle aventure que tu lisais, toi? Est-ce que tu lisais, par exemple, Panique dans le ciel ou d'autres aventures de cette série? Je m'en souviens pas. Ça m'a pas beaucoup marqué. Moi, je me souviens d'avoir lu La Comtesse de Ségur, des trucs comme ça. Quand j'étais bien petit, là, les malheurs de Sophie, entre autres. Je lisais aussi en braille, L'île au trésor de Stevenson. Oui, ça me dit quelque chose aussi. L'action se passait sur les littoraux, je pense que c'est dans le bout de l'Angleterre ou des États-Unis, là. Ouais, c'est ça, c'est vague un peu pour moi, là, mais c'est des classiques quand même, là. Oui. Même, j'ai entendu aussi, il y a quelqu'un qui me lisait L'île mystérieuse, je ne me rappelle pas de quel auteur, en tout cas, mais il parlait de Cyrus Smith là-dedans. OK. Ça qu'au fond, toi, lire, c'était quand même une autre façon de t'évader, de te faire comme des aventures, j'imagine, dans ta tête, Oui, de partir en voyage, tu sais, là. Oui, clairement. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc, si on continue un petit peu plus loin dans l'expérience, à un moment donné, je me suis ramassé en 7e année, parce que c'était une revue avant de sauter au secondaire, parce que là, j'ai passé par la 6e année aussi, avec un autre professeur que j'ai connu dans le temps. Malheureusement, il est décédé. D'accord. Donc, après la 7e année, là, j'ai tombé en 8e année. C'est là que j'ai appris des nouvelles choses. J'ai appris, entre autres, la dactylographie pour pouvoir communiquer avec des voyants. Ah, la dactylo en imprimé, là, pour écrire en imprimé. La machine à écrire en imprimé. OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on utilisait des grosses machines, des grosses Hermès, des Remington, des Smith Corona. En tout cas, là, c'était des machines qui étaient quand même très bruyantes à l'époque. Ce que je faisais, c'est que je ne pouvais pas me relire. Donc, si je faisais une faute dans une page, j'étais obligé de tout reprendre la page au complet. Ben oui. C'est vrai, ça, on a tendance à oublier ça un peu, que on pouvait écrire, oui, mais pas se relire, puis pas corriger. C'était mal commode, puis là, ben, c'est que le professeur, il nous faisait faire des exercices, justement, pour habituer le doigté au clavier, puis pour pouvoir développer la dextérité. Il y a aussi un autre aspect que on a travaillé aussi, c'est l'apprentissage des travaux manuels. Ça l'a changé un peu la donne de l'apprentissage. OK. Qu'est-ce qui vous faisait faire comme travaux manuels? Exemple, des jeux de mécano. OK.
on faisait des véhicules, par exemple, tu sais, pour rouler, là, véhicules miniatures, là. OK. Et ça, c'était quelque chose que tu aimais bien? Ça, c'était... Oui, c'était une autre expérience qui me permettait de développer ma dextérité. OK. Ensuite, là, il y avait les travaux dans le bois aussi. On faisait dressait des lampes, tu sais, là, il y avait des poteaux, là, avec, en tout cas, une base, là. Puis on passait la corde de foin de mer là-dedans pour pouvoir faire des rangs, puis ainsi de suite, pour couvrir tout le poteau au complet, au haut de la base, justement. OK, c'est que ça allait dans plusieurs sphères, là, plusieurs directions un peu, là. Oui, c'est ça. Fait que je me suis lancé dans cette option-là qui était quand même assez variée. Ça m'a aidé à la place des mathématiques aussi. J'ai fait un petit peu d'accordage de piano, mais j'ai pas travaillé longtemps pendant des années parce que ça demandait beaucoup de concentration puis beaucoup de dextérité, puis c'était pas facile non plus. Ensuite, j'ai appris la musique avec Jacques Larose, qui est un professeur enseignant la musique, le piano dans le temps. Mais oui, lui, je l'ai connu, Jacques Larose. Moi, quand je suis allé à l'Institut, là, il était toujours professeur à ce moment-là. Oui. Il enseignait quoi dans le temps que tu étais là? Moi, il m'enseignait là, justement le braille, là, les cours de braille, l'abrégé, puis tout ça, c'est lui qui nous enseignait ça. OK. Et puis, à un moment donné, il fallait apprendre le piano main par main. En tout cas, c'était pas facile. Puis, puis ce qui est arrivé au cours de l'apprentissage durant ces quelques années, j'ai montré les rudiments de l'accordéon au piano. J'ai commencé à pratiquer l'accordéon au piano en 1970 aux États-Unis. La mère où je restais, elle m'avait donné un instrument. Et là, j'ai commencé à piocher, comme on dit en québécois. J'ai commencé à travailler sur la façon d'être à l'aise avec le piano à bretelles. OK. Là, je pouvais pas me péter les bretelles d'un coup. Il fallait que je travaille des mois et des mois pour acquérir justement la connaissance de l'instrument. Ça a été tout un apprentissage, toute une découverte. À l'oreille, à part ça, mon ami. Ah oui, à l'oreille, oui. À l'oreille, oui. C'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai travaillé fort et puis j'allais toujours à l'Institut Louis Braille cette année-là, dans les années 70. OK. Là, à un moment donné, j'ai commencé à faire de la musique avec des élèves là-bas. Il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, un autre jouait du piano. On allait pratiquer justement dans les studios de musique aménagés à ce moment-là. Fait que je disais aux éducateurs, je vais aller pratiquer avec un tel. Là, il me donnait. Dans ce temps-là, il me donnait un billet comme de quoi c'était une preuve qu'on allait pratiquer. OK. Fallait avoir comme une autorisation. Ouais, c'est ça. OK. Donc, je suis allé pratiquer. Et j'étais avec quelques amis, un type de Beauport que tu connais probablement. Ah. Qui donc? Guy Cardinal, ça te dit quelque chose? Ah ben oui, on l'a reçu au début de la saison. La connaissez-vous? OK. Lui, là, aujourd'hui, il était... Quand il est sorti de l'école, il s'est en allé à New York sur le pouce. Sur le pouce, ben oui, il nous a raconté ça. Hein, c'était... Faut qu'il soit game en tabarouette pour faire des choses pareilles. C'était très audacieux. Faut vraiment qu'il soit décidé. Ben oui, je comprends. Hey, je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, il fallait qu'il fasse confiance à la personne. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ne vois pas, tu peux pas arriver puis te fier à n'importe qui. Non, on pourrait se faire... faire... Là, ça peut être dangereux. On pourrait se faire emberlificoter un peu, là. Ouais, on peut... Moi, tu sais, comme on dit en québécois, on peut se faire avoir. Oui, effectivement. Faut être prudent. Faut faire très attention.
très, très attention. Donc, c'est pour ça que lui, il a fait attention, puis à un moment donné, ben, il a gradué, puis il a continué à... Puis pour moi, ça a été la même chose avec la musique. Fait que ça m'a permis de développer mon oreille davantage. Et puis, j'ai participé à de nombreux spectacles là-bas. Et puis, ça m'a permis de me faire connaître parmi l'école. En ayant votre petit groupe là, de musiciens. C'est ça. Et là, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que on avait un jeune Haïtien qui venait justement étudier à l'Institut Louis Braille, un type de Montréal. Il nous a entretenu beaucoup sur les coutumes de son pays quand on allait marcher. Moi, j'allais marcher avec une gang de gars, là, puis on en profitait pour jaser ces coutumes de son pays, comment est-ce que la vie était là-bas, s'il y avait beaucoup de pauvreté, etc. S'il y avait des écoles pour aveugles aussi. Et il nous répondait, tu sais, là, qu'on avait bien du plaisir avec lui. Ben, c'était intéressant. Arrivé à un moment donné, c'est que le directeur des élèves lui a invité justement à donner une conférence de toute l'école parce que lui, il avait un bagage quand même assez phénoménal. Ben oui, pour tout partager son parcours. Oui, exact. On avait aussi des activités parascolaires. Il y avait des sports, de la course, le hockey sur glace, le hockey salon. Puis en plus, il y avait on avait aussi des soupers galas, des soupers causeries qui parlaient de différents sujets. Donc, entre autres, on a eu un type qui est venu à Louis Braille, le frère d'un religieux des Clercs Saint-Viateur, le père Jacques Ouellette. Son frère René Ouellette, il était assez GRS dans le temps. Donc, il est venu nous entretenir sur l'univers de la radio. Hey, ça, là, ça devait être très intéressant. Ah, c'était bien intéressant, puis je posais des questions. Et, en plus, ben là, je saute du coq à l'âne, là. À un moment donné, quand j'étais en classe, on avait fait des sciences, on avait fait la botanique, la biologie, la biologie puis la botanique. La physique puis l'autre, là, en tout cas, la chimie, ben, c'était complètement visuel. C'était pas évident, là. Non, effectivement. Donc, j'ai fait de la botanique avec M. Toupin, Edmond Toupin, la connaisseur dans la matière. Et ce qui est arrivé, c'est que il nous montrait des herbiers, il nous montrait parlait des différentes catégories de plantes, les légumineuses, le monde des fleurs aussi avec les pétales, puis les sépales, puis à un moment donné, il nous parlait des pistils aussi, puis de la famille des légumineuses aussi. C'est que vous voyez toutes les parties des plantes, des fleurs, tout ça en détail. Oui. Mm-hmm. Oui. Et on parlait aussi des ombellifères aussi, je sais pas si ça dit quelque chose, là. C'est loin, là, ça, là. Oui, mais donc, c'est pour ça que ça m'intéressait tellement que je bombardais M. Toupin de questions. Puis, ben, ça le captivait, puis il répondait. Ben, les profs aiment ça, avoir des étudiants allumés, hein, tu sais, qui, justement, veulent en savoir plus. Exact. Puis, c'est pour ça que j'ai appris cette matière-là. Puis, quand on passait nos examens à la fin des années, ben, on passait les examens en braille, justement. Donc, vous aviez votre copie, vos questions en braille, puis vous répondiez oui, exact. En braille aussi, sur une Perkins ou comment ça fonctionnait? Au début, on faisait ça à la tablette, mais à un moment donné, on marchait le Perkins, le Brailler, comme on appelle en américain. Et c'est là que j'ai participé aux examens. Par contre, ma matière la plus faible, c'était les mathématiques. Mais ça, t'es pas le seul, hein? Il y en a beaucoup pour qui les mathématiques, là, c'était comme une espèce de bête noire, là, parce que ça peut être très visuel, les mathématiques aussi, là. Oui, là, et puis à un moment donné, les professeurs ont développé ce qu'on appelle les mathématiques modernes. Oui. En tout cas, à un moment donné, j'ai appris l'algèbre, j'ai exploré l'algèbre, la géométrie. Ça, c'était pas facile. Ben non. Parler des angles.
parler, par exemple, des angles droits, des angles morts, en tout cas, là, c'était pas facile à comprendre. C'est ça, là, parce que quand on voit pas du tout, faut visualiser tout ça, c'est le cas de le dire, là. Faut se faire une idée mentale de tout ça, là. Puis là, il va y avoir des questions qui vont être posées à l'examen. Oui, puis en mathématiques, il était question à un moment donné de polynômes, en tout cas de différentes facettes des mathématiques. En tout cas, c'était pas facile à comprendre. Beaucoup de termes, hein, beaucoup de définitions. Oui, puis il parlait des facteurs aussi. Les facteurs, c'est des causes. Oui. Faut pas se mélanger avec le courrier, là. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Non, parce qu'un mot, ça a plusieurs significations. Ben oui, c'est la richesse, hein, de notre langue française, hein, d'avoir... Exact, c'est ça. Et puis, on parlait aussi à un moment donné des racines carrées, des racines cubiques. En tout cas, c'était difficile à comprendre. Oui. Comme par exemple, si tu veux savoir la racine d'un chiffre, d'un chiffre, mettons, de 10, ben, je me rappelle pas comment on faisait à l'époque là, pour calculer ça, là. Et il faut dire que dans ce temps-là, on n'avait pas de calculatrice parlante comme aujourd'hui. Non, hein? C'était-tu avec la tablette, avec les prismes puis tout ça, là? C'était-tu... Avec les plombs, là. Oui, c'est ça. Les petits plombs qu'on tournait, ça, là. Mm-hmm. Parce que... Comment t'as trouvé ça, l'expérience avec les plombs? Ben, moi, je trouve que, en tout cas, au primaire, ça avait son utilité. Moi, ça m'allait. On parlait de la tablette tantôt puis du poinçon. Ça, j'étais content quand on a commencé à écrire quand même à la dactylo, là, parce que ça faisait mal aux doigts. À la tablette et au poinçon, ben, c'est le système inversé à ce moment-là. Oui, c'est ça. On est en apprentissage du braille, mais faut le faire. Faut écrire à l'envers. Oui, de droite à gauche. Exact. Justement. Puis ça faisait... Donc, quand on arrivait avec la machine à écrire braille, ben là, on écrivait de gauche à droite, puis là, on voyait les points. Tout de suite aussi, au là. fur et à mesure. Mm-hmm. Parce que écrire avec le poinçon, là, ça faisait mal aux doigts, ça aussi, à un moment donné, là, quand on écrivait beaucoup. En tout cas, oui, je comprends. Puis, il y a des professeurs, en tout cas, qui étaient tellement habitués que, surtout Mme Pauline, là, elle écrivait assez vite, là, qu'on dirait d'un pic-bois qui se faisait aller. J'ai récemment encore, ces dernières années, j'avais des gens, des fois, qui prenaient des notes dans des rencontres, là, dans des réunions, puis ça y va au toast, comme on dit, avec la vitesse, hein, c'est fou. Oui. Donc, ce qu'il y en est, c'est que à un moment donné, ben là, avec les mathématiques, ben un peu plus tard, ben j'ai... En tout cas, on va en parler tantôt, là, parce que c'est vraiment quelque chose. Ensuite, là, j'ai resté à l'Institut Louis Braille jusqu'à ma 11e année. OK. Secondaire 4. Donc, j'ai quitté l'Institut en juin 75. Ah, j'étais même on pas... avait des congés dans le temps. J'étais pas encore né en juin 75. Non. Donc, ce qui arrivait au début, on avait des congés 5 fois par année parce que j'étais trop loin, puis on me disait, ben, tu peux pas aller dans ta famille, c'est trop loin, faut que tu restes à l'école. Comme pensionnaire? Oui, c'est ça. OK. Et à un moment donné, là, quand j'étais finissant, là, c'était et puis en plus, en dernière année, il y avait nos chambres là-bas, et puis là, on pouvait étudier en paix, avoir une bonne liberté. OK, parce que avant, vous étiez dans un dortoir, j'imagine? C'était dans un dortoir, oui. OK. OK. Quand on est dans un dortoir, ben, ce qui arrive, c'est que il y a des aventures, en tout cas, qui sont pas drôles des fois, là. Ouais, ça doit pas être drôle tous les jours, là. Ah non. Il y en a un qui s'est fait jointer à un moment donné, il a pilé dans l'eau, puis il a glissé, et puis il y a quelqu'un qui a fait un mauvais coup. Et ce qui est arrivé le lendemain, le directeur, il a dit à tout le monde, il dit, là, vous restez au gymnase, je veux savoir c'est qui a fait le coup. Il dit, tant que la personne ne sera pas déclarée, je sais pas. Oups. Ça, là, j'ai pas aimé ça. Est-ce que le directeur a fini par le savoir? Ben,
À un moment donné, il y en a un qui a dit, et dit c'est moi. Le gars, il s'en foutait, il s'en allait, il sacrait son camp, comme on dit en québécois. Il avait fini. Oui. OK. Là, ben, ce qui est arrivé, ben, il est arrivé toutes sortes d'aventures. Il a été même dans la drogue, puis là, ben, j'ai su qu'il était mort. Bon. Ça a mal été. Ah non, je te dis que ça n'a pas reposant. Fait que là, après ça, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai quitté l'école, pour moi, ça a été toute une délivrance. Là, j'ai été chez ma soeur à Waterville. J'ai resté là 5-6 ans. Appris des choses là-bas, aidé à la vaisselle, etc. Et après ça, à un moment donné, ben là, j'allais chez un autre des sœurs à Sainte-Catherine-de-Hatley. Ça, c'était en 1977. Et en 1978, ben là, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. OK. Et auparavant, auparavant, j'ai essayé de faire la transcription braille, puis ça, c'était pas évident. Il y avait des livres de France qui arrivaient. Là, il fallait tout retranscrire parce que les livres étaient très mal écrits. OK. Ça, c'était du sport. D'accord. Et puis aussi, à ma sortie de l'école, là, j'ai été intégré dans un atelier d'apprentissage d'occupationnel au début, avec l'Association des personnes handicapées visuelles. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai été intégré dans le secteur des affaires sociales à la Villa Dufresne dans le temps. Et c'est là que je me suis aperçu que moi, j'étais traité comme si j'étais atteint de santé mentale. La déficience mentale, c'était mieux. Ça arrive souvent qu'on entend ça, hein? Que les gens... Oui. Ça, je n'ai pas accepté ça. Là, à un moment donné, moi, je leur ai dit, ben là, si vous voulez agir de la sorte, moi, je m'en vais. Il le faut, je vais prendre 2 années sabbatiques, je reviendrai quand vous serez plus mûr. OK. Parce que moi, si j'avais pas fait ça, là, ça faisait une dépression, je pétais tout ce qu'il y avait sur les lieux. C'est ça, là. Ben, t'as bien fait. Mon caractère, là, bouillonnait. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me libérer. Puis quand je suis revenu dans les années 87, à peu près, là, ben là, ça a été un petit peu mieux. Puis là, le spécialiste en mobilité, il m'a pris en charge, commencé à suivre des cours, et travaillé avec lui 150 heures. Et j'ai appris comment m'orienter dans l'espace, planifier des routes. On a travaillé aussi sur le système des adresses de la ville de Sherbrooke, les systèmes pairs, les systèmes impairs, etc. Fallait que je transcrive tout ça en braille pour permettre aux utilisateurs de profiter de ce système-là que l'on mettait en place à ce moment-là. OK. Ah, ben c'est bon, ça, oui. Par exemple. Donc, ce qui est arrivé, c'est que à mesure que j'avançais dans mes apprentissages, ben là, c'est que un après-midi, Raymond Larry m'a envoyé dans le trafic pour pratiquer dans l'est de la ville de Sherbrooke. C'était sur les heures de travail. Il a dit ça aux instructeurs. Les instructeurs, ils ont dit pas de problème. Aller pratiquer seul, ça m'a permis de découvrir d'autres points que je ne connaissais pas au niveau de la ville. Parce qu'il faut dire que quand je suis arrivé en 78, ben, je fonçais dans le tas, mais je prenais des risques quand même, parce que si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu avoir confiance en moi à ce moment-là. Mais quand on est jeune, on est souvent plus téméraire aussi. Hein? Exact, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je fonçais dans le trafic, puis des fois, ben souvent, je demandais de l'aide au début parce que j'étais pas tellement familier avec les coins de rue, parce que les coins de rue ils sont ronds. Ça fait dévier dans le milieu de la rue, puis c'est là que ça peut être fatal puis dangereux. Ben oui, c'est sûr. Oui. Mais Alors là, l'apprentissage s'est poursuivi, et à un moment donné, quand j'ai terminé mon cours, Raymond, il m'a dit, écoute, t'as tellement travaillé, je te laisse aller. Il dit, parfait, merci beaucoup. Là, j'étais content, puis je continuais à pratiquer ce qu'il m'avait enseigné, puis j'allais aux ateliers. À un moment donné, ça a déménagé. La rue est morte. À un moment donné, ben j'y allais à pied parce que je restais dans une famille d'accueil des années 80, des années 81, 82, dans ce coin-là. Puis après ça, ben j'allais souvent en ville, puis ça me faisait du bien.
Tu avais acquéri une certaine autonomie, là. Ça fait que tu pouvais plus aller où tu voulais. Ben oui, puis en plus, il me montrait aussi à faire les trajets d'autobus et là, le transport en commun. Oui, le transport régulier, là. Quand on était au 1930 King West, à l'époque, j'en profitais pour prendre l'autobus puis me rendre directement là-bas. Et ce qui est arrivé, c'est que par la suite, j'ai terminé mes apprentissages aux habitudes de travail là-bas, dans le but d'aller vers un stage en milieu de travail. OK. Donc, j'ai fait un stage dans une paroisse. C'était pas évident non plus parce que avec la superviseure de l'époque qui m'accompagnait, à un moment donné, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, le père X, je mets des inconnus parce que ça ne paraît pas. Donc, le père X est allé voir Madame Y, la superviseuse. Il dit tel comportement, il dit ça, j'accepte pas ça. Au lieu de me le dire à moi, il allait le dire à la superviseure. Uh-huh. Ça, c'était inacceptable, puis ça, j'aimais pas ça. Je leur ai dit. Il dit, quand vous avez de quoi à me dire, là, voilà, à pleine face. Donc, Et c'était quel genre de travail? Ça, c'était dans quel domaine? Là, au niveau de la réception, répondre au téléphone, prendre des messages, et puis c'est ça mon travail. OK. Je remplaçais à ce moment-là une dame qui était en congé de maternité. OK. Ça, j'ai fait ça pendant 1 an. OK. C'est que toi, c'était... Ensuite... Non, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire, dans le fond, toi, t'aimais pas, dans le fond, être traité, quand tu sentais que t'étais pas traité normalement, là. Si les gens... c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'aimais pas ça. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai poursuivi mon stage pendant 1 an. Au bout d'1 an, là, je me suis en allé à l'Association des personnes handicapées visuelles. Là, tout était en fonction des voyants. Il n'y avait aucun document en braille, il n'y avait rien. Donc, à un moment donné, je me suis assise avec le superviseur dans le temps du centre de la Villa du Frein. Là, j'ai jasé avec elle, puis là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, là, je me lance en musique. Je commence à donner des spectacles d'accordéon. Il faut que j'aille des contrats pour aller me chercher un peu d'argent de poche parce que ça n'a pas de chance. Une autre chose aussi, quand je suis sorti de l'école, on m'a imposé l'aide sociale et ça, je n'ai pas accepté cette situation-là. C'était comme... J'étais capable de travailler, je voulais travailler. C'est ça. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un beau-frère qui me dit, « Eh bien, sur le BS, il dit, pourquoi tu ne restes pas là-dessus? » J'ai répondu, il s'appelait Yvon. J'ai dit, Yvon, jamais j'accepterai d'être sur l'aide sociale. Je veux rien savoir, je veux travailler. J'ai dit à part ça, j'ai dit, t'es bien chanceux d'avoir un travail comme peintre à l'université. Profite-en. Là, empêche-moi pas d'avoir la chance de travailler. Parce que c'est ça, l'aide sociale, c'était un peu comme la solution facile, là, de dire, Ouais, la solution facile pour m'encourager à rien faire, puis ça, je n'aimais pas ça. C'est ça, là, parce que ça enlevait comme... Parce que ça me stressait beaucoup, là, à rien faire. Même encore aujourd'hui, là, quand j'ai rien à faire, là, le fait d'être fatigué, de rien faire, là, à un moment donné, tu perds tout, tu perds tes moyens, puis tu perds ton autonomie. Tu sais, c'est bien beau aller marcher seul, où j'ai un but, moi, quand je marche. Ben oui, puis le temps est long, là. Je veux dire, forcément, oui. Là. Oui, exact. Quand on n'a pas d'activité ou pas de but ou pas de... Tu sais, le temps, il devient long. Ah oui. Et en plus, ce qui est arrivé durant mon parcours, j'étais intégré dans des activités, le Club Oasis dans le temps. Ça, c'est un club de loisirs qui faisait différentes activités. Je ne pouvais pas participer à tout parce qu'il y avait des activités, entre autres, de travaux manuels comme le tricot, puis tout ça, ça m'intéressait pas tellement. Même le macramé aussi, ça m'intéressait pas non plus. Ouais. Fait que là, la plupart des travaux étaient faits en destinés aux dames dans ce temps-là. Ouais, hein? Ouais.
Donc, ça revient au niveau des ateliers d'occupationnel. J'avais essayé à un moment donné le tressage de chaises avec de la corde de foin de mer. C'est pas évident non plus. Le fond canné aussi, là, avec des brins, là, en tout cas, c'est pas facile à apprendre non plus. Non. Fallait que tu t'organises pour pas sauter un trou. C'est ça, là. Et j'ai vraiment pas aimé l'activité. Alors là, tu t'es lancé plus dans la musique? Oui, c'est ça. OK. Donc, j'ai continué à faire mes contrats musicaux quand j'en avais. À un moment donné, ben, dans le temps des fêtes, j'ai commencé à avoir des petits contrats dans une résidence à Martinville. Il y a une fille qui m'a contacté, puis tout ça. Là, j'étais heureux comme un roi, puis là, ça allait bien. Puis, jusqu'au jour où, à un moment donné, je pratiquais avec une dame, on faisait des spectacles, puis tout ça. Et elle s'est rendue compte que je faisais de l'argent. Pas d'argent avec ça. Là, ça marche pas. Ça tient pas à la route ton affaire. Alors là, ce qui est arrivé, a déclaré à l'aide sociale. Là, l'aide sociale m'appelle, puis là, il me dit, faut vous déclarer vos revenus. Ouais. Ben, j'ai dit, comment je vais faire? Puis on t'enlève 150 pièces ton chèque. Là, tu déclares tes revenus. Oh, mais là, j'avais pas de revenus pendant ce temps-là. J'essayais d'avoir des contrats, puis c'était pas un cadeau non plus. Fait que ce qui est arrivé, c'est que a fallu que je compte des menteries pour avoir mon chèque. Aïe, aïe. Que je faisais plus de travail, puis que, en tout cas, c'était l'enfer, puis ça, j'ai pas aimé ça, ça me stressait énormément. Un peu plus que je mettais le communautaire là-dedans pour aller contester, puis aller manifester. Ben c'est vrai, hein, parce que déjà que c'est pas facile d'avoir du travail quand on voit pas. Ils nous mettent toutes sortes de contraintes puis toutes sortes de bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. Puis là, ben en plus, ben on m'encourageait à aller vers le travail au noir. Ben là, et là j'ai découvert que les aveugles n'ont pas le choix de faire du travail au noir. Faut qu'ils fassent ça. Sinon, ben ils n'arrivent pas dans leur budget. Moi, ça a été mon cas, j'arrivais pas dans mon budget. Puis à un moment donné, ben ce qui est arrivé, c'est que il y a une période que j'ai vécue aussi, c'est l'achat impulsif. Dans ce temps-là, j'étais cassettomane, j'achetais des cassettes, puis toutes sortes de choses. Mais ça, je faisais ça tant que mes comptes étaient payés, le loyer, le téléphone, puis tout ça. Là, à ce moment-là, je pouvais m'amuser avec ça. Et là, c'est que je faisais ça pour tuer le temps. Parce que j'avais pas d'activité dans le temps. Ah oui, puis c'est logique. C'était un passe-temps. Ouais, c'est ça. Les achats, c'était important. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis ramassé avec plein de cassettes puis plein de valises. En tout cas, c'était encombrant. Il a fallu que j'en donne quand je faisais du ménage. Puis, c'était pas reposant. Il a fini par en avoir trop. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que j'étais cassettomane. Ouais, c'est ça, là. Je sais pas si tu as vécu une période comme ça, toi aussi, de ton côté, là, mais je sais que pour moi, là, ça n'a pas été... de tout repos de tout me débarrasser de ça. Ben, moi, j'aimais ça aussi, les cassettes, c'est vrai, mais sauf que j'en ai jamais eu trop à ce point-là, sauf à partir du jour où, dans le fond, les cassettes, c'était plus à mode, puis qu'on pouvait plus ben les lire. Là, ça a été un problème. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, à un moment donné, je me suis débarrassé des cassettes des années 97 dans ce coin-là. Quand j'étais dans une résidence de l'ouest de Sherbrooke. Donc, débarrassé de tout ça. Puis, à un moment donné, ben, je me suis débarrassé même des CD aussi parce que j'en avais quelques-uns. Puis, je voulais pas les garder parce que ça prenait trop de place. Et puis, donc, je me suis libéré de tout ça. OK. Ça fait du bien. Et comment tu as continué à occuper ton temps? Est-ce que la musique est restée présente? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben justement, je continuais à essayer d'avoir des contrats. Et plus que ça allait, plus que c'était compliqué. OK. Là, surtout que, dernièrement, dû à la pandémie, ben ça m'a complètement déstabilisé. J'étais complètement bouleversé. Puis donc, c'était pas intéressant de vivre dans le confinement. Ça a été difficile, hein? Ça a été... Très difficile, puis même je me suis ramassé à l'hôpital, puis
je rentrerai pas dans les détails, en tout cas, parce que c'est quand même très, très long. Et puis, par contre, j'avais pas le temps d'être malade, donc j'ai dit aux filles, j'ai dit, attends un peu, m'avoir du fun avec vous autres. Commencer à faire des blagues, puis tout ça. Puis moi, ben, mon fun, c'est de donner la main en cardiologue, parce que pour avoir du cœur. L'humour va t'avoir beaucoup aidé. Exact. Puis là, ben, j'en profitais pour féliciter le personnel qui me donnait les soins. J'ai été à l'hôpital, en fait, en 2010, et après ça, en 2020, 10 ans plus tard. Là, à un moment donné, ben, c'est sûr que manquait de fer, fait que là, ils m'ont dit, on va falloir vous donner du fer. Ben, j'ai dit là, faut croire ça dur comme fer. Puis en plus, quand j'étais jeune, moi, j'étais brise-fer. Hey, t'en manques pas une. Ah non. À un moment donné, moi, quand je reviens en arrière un peu, quand j'étais jeune, je lançais des objets dans le mur, puis en tout cas, là, j'étais pas un cadeau, j'étais tannant comme les autres. Ah oui, OK, mais OK, tu faisais ça pour jouer, là, pas parce que tu étais fâché ou quoi que ce soit. Là. C'est ça, pour jouer, puis là, ben, à un moment donné, ben, ils m'ont dit, là, c'est rendu grave, là, puis là, ben, et ils m'ont puni, puis là, ben, à un moment donné, moi, j'acceptais pas ça, puis je faisais des crises à tout finir, puis ça s'arrêtait pas. Là, ben, c'est pour ça que j'avais un méchant caractère, puis c'est pour ça que j'ai appris à connaître mon caractère, comment est-ce que je m'appelais à l'époque, à ce moment-là. Ouais, parce que ça règle rien non plus, hein, ça... Les punitions s'accumulent, puis... À un moment donné, le vase déborde, puis là, ben, t'en as assez, puis que tu veux sacrer le camp, puis c'est ça qui est arrivé. Mm-hmm. Ah oui. Et... ensuite... Ouais. Oui, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Et là, après ça, ben, là, un peu plus tard, ben, là, c'est sûr, j'ai continué mes engagements musicaux. C'était ma planche de salut pour conclure ce sujet-là. Et, là, actuellement, ben, ça fonctionne pas parce que il n'y a rien qui fonctionne. Même au niveau du communautaire, il n'y a pas beaucoup d'activités dû à la pandémie actuellement. C'est ça, hein? Ça va être long avant que ça reprenne, je pense, parce que tu vois, nous, à Longueuil, ici, là, il se passe rien non plus dans le communautaire. Là. Je vois pas le jour où ça va vraiment reprendre. C'est là que dans les années 80, 90, 2000, ben, j'ai commencé à m'intégrer au communautaire, puis dans les années 97 à mon temps. À un moment donné, ben, j'allais chez Illusion Emploi, qui est un organisme pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses non syndiqués. Moi, j'allais là pour essayer de me trouver une job. OK. Là, Manon, mais elle dit ça, c'est un groupe de droits, de défense des droits. Il y avait différents volets que l'organisme travaillait, entre autres sur les luttes sociales, le travail migrant, le harcèlement psychologique et bien d'autres aspects qui touchent le monde du travail. Donc, on parlait aussi de la commission des normes dans le temps, qui est aujourd'hui la CNESST, là. Oui. Donc, c'est pour ça. On parlait de ce sujet-là. J'ai participé aussi au conseil d'administration. D'ailleurs, je suis revenu pour 1 an encore cette année, parce qu'actuellement, il n'y a vraiment pas de relève de ce côté-là. On essaie de trouver des nouveaux membres, mais c'est pas facile à trouver du monde pour qu'ils puissent s'impliquer puis, et à la cause de l'organisme. Et ce qu'on en comprend, c'est que toi, tout ce qui était défense, justice, tout ça, c'est quelque chose... Ouais, j'ai même travaillé aussi au niveau de la CEF et au niveau de la PHVE. J'ai travaillé à un moment donné sur un gros dossier qu'on avait à l'époque, dans le temps que j'étais en famille d'accueil. Le gros dossier 115, les gens recevaient 115 $ par mois depuis quelques années. Ça n'a pas été augmenté au coût de la vie. C'est Tout ça. augmentait. Mm-hmm. Donc, on ne suivait pas le coût de la vie. On était jamais, puis on n'arrivait plus. Fait que là, j'ai travaillé dans ce dossier-là. C'est arrivé un soir, j'ai travaillé un coup jusqu'à 1h du matin à classer le dossier,
peut-être les appuis des organismes qui ont donné leur réponse, leur appui pour l'avancement du dossier. Et là, qu'à un moment donné, ben, j'ai aperçu que ça allait tellement bien que on a gagné. Là, le nouveau programme du gouvernement a fait sa naissance, c'est-à-dire le soutien financier. Oui. Donc, le soutien financier, ça donnait un petit peu plus. Là, ça a augmenté graduellement. C'est là que j'étais plus à l'aise pour pouvoir continuer à travailler. Il y a aussi, dans les années 90, j'ai participé à une formation préparatoire à l'emploi en Saint-Michel. Ça, c'était pas de tout repos parce qu'il fallait essayer de décortiquer c'est quoi le marché du travail, c'était quoi exactement, quoi faire pour essayer de participer à des stages. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que la formatrice du temps faisait tout à ma place. Et moi, je lui ai dit, non, j'accepte pas ça. Je devrais me laisser à faire les entrevues puis pour que je puisse me débrouiller tout seul. C'est et là, ça. Ça a ôté ma confiance en moi que j'étais complètement perdu. C'est ça. Vous nous laissez faire ce qu'on est capable de faire quand même, là. Oui. Là, ben, ça s'est pas réalisé. Là, ben, elle a tout fait à ma place. Là, ben, j'ai été intégré au foyer Saint-Joseph, mais je te dis que c'était pas facile là-bas parce que je vivais beaucoup de stress. Il fallait que je fasse 56 affaires en même temps. Tu sais, comme parler au micro, prendre des appels, plein des petites tâches. En tout cas, ça m'a causé beaucoup de stress. Ça, c'est pour ça que j'ai pas toffé longtemps. Mon but, c'était pas d'être engagé. Mon but, c'était d'évaluer mes capacités. Oui. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Mm-hmm. Et puis, dans ce temps-là, je sais pas si tu as connu ça, je procédais avec un appareil qui s'appelait Braille Vision. Ça, c'est une espèce d'imprimante qui était branchée à la machine à écrire Braille. Quand tu imprimais la ligne, ça s'enregistrait dans la mémoire. Et après ça, quand tu changeais de ligne, ça s'imprimait sur le papier qui était sur la machine. Oui, j'en ai entendu parler de cette machine-là. Je l'ai jamais utilisée, là, mais j'en ai déjà entendu parler. Ben, en tout cas, je peux te dire que ça impressionnait les gens parce que quand je leur donnais les messages, là, il y en a qui disaient, ouais, il est capable de se débrouiller. Ben, ça, c'est bien. Pour les gens, le braille, c'était vraiment spécial. Ben, c'est du chinois pour les gens, hein, le braille, là. Oui. Oui, parce que même, j'ai fait essayer des personnes autour de moi il n'y a pas longtemps. Moi, je leur ai dit, essaye donc de lire ce qui est écrit sur le papier. Là, la personne s'essaye, puis, oups, là, je comprends rien là-dedans. Ben non, c'est ça, là. Hey, pour eux autres, c'est vraiment juste des points, puis... Ouais. Je comprends, là, mais sauf que ça impressionne. Ah oui, parce que c'est pour ça que c'était un bon moyen de sensibilisation, justement, par rapport au stage que j'ai vécu. Puis à un moment donné, ben j'ai participé aussi après la formation, j'ai participé à des programmes extra aussi, dans le temps qu'on avait 100 $ par mois, avec l'Association des personnes handicapées visuelles. Ben, il y a la pause d'autobus, donc j'en profitais. Il y a des journées que je faisais plus que 20 heures, ben, je rapportais tout ça. Les autres mettaient tout ça en banque pour que je puisse prendre congé, continuer plus tard. Ben, c'est génial. Ça t'a fait essayer plusieurs choses. Oui. Donc, le but, c'était que j'écrivais des lettres à la machine à écrire, puis je prenais un téléphone à l'occasion. Des fois, en fait, c'était le gros du travail, c'est le travail écrit de bureau, justement, que j'avais à faire, justement, par rapport au projet. OK. Là, à un moment donné, j'ai fait 1 an et 3 mois. Et après ça, là, on dit, t'as fait un beau travail, puis tout ça. Puis là, il fallait qu'ils prennent une autre personne. Pendant ce temps-là, moi, j'étais revenu à la maison sur l'aide sociale. Le chèque a été diminué, puis moi, j'aimais pas ça. Ça, là, ça m'a désorganisé. C'est ça, là, c'était comme un retour en arrière. Là. Un retour à la case départ. C'est ça.
Et à un moment donné, le centre de réadaptation a fait un projet de travail, un autre programme extra. Là, j'ai pu participer à ce programme-là. Ça n'a pas le droit à pas plus que 2 programmes dans le temps. C'est ça, il y avait des limites aussi. Oui. C'était tellement limité que je me sentais étouffé. Et là, ce qu'on faisait, comme travail, à un moment donné, on mettait des directives dans les enveloppes avec des compresses, pour les couches, là, pour l'urine, là. OK. Donc, il fallait mettre des gants pour travailler, puis c'était pas évident de travailler avec des gants. Ben non, quand on voit pas, là, déjà, là, nos mains, c'est ce qui nous permet de bien toucher, puis tout ça, là, ça fait qu'avec des gants, ça devait pas être évident. On mettait des gants par rapport aux conditions d'hygiène, puis ça. Oui, mais ça facilitait pas notre toucher. Un autre travail aussi que j'ai essayé à un moment donné, c'était de monter des couverts de paniers de tomates. Donc, on avait un moule, on mettait ça là-dessus. Et après ça, ce qui arrivait, c'est qu'on mettait les lattes à largeur, les morceaux en longueur à l'autre bout, à l'extrémité, puis tout ça, puis on assemblait tout ça. Là, après ça, ça passait dans une machine, puis c'était broché. C'était ça quand j'étais à Villa du Frein dans le temps. OK. On faisait la chaîne, puis il nous passait le moule, puis là, il fallait mettre les lattes, justement, pour pouvoir assembler tout ça. OK. Un autre coup, j'ai essayé aussi des paniers de fraises avec une machine qui avait 4 brocheuses. Puis ça, il fallait avoir une bonne tension assez raide pour que le morceau puisse être assemblé de façon uniforme. Donc, ça fonctionnait avec une pédale, puis là, je mettais les lattes autour, après ça, le fond, puis j'assemblais tout ça. Après ça, je brochais tout ça. Et là, ce qui arrivait, des fois, il y avait une brocheuse en 4 broches. Là, il a fallu que je le passe ça à quelqu'un, broche ça à la main, là, pour pouvoir accélérer le processus. Continuer la production. Ouais. Ça, c'est avant mon stage, là, c'est les pères Saint-Sacrement dans le temps, là. OK. Donc, quand je suis parti du centre de réadaptation, je suis parti avec un panier pour pouvoir montrer aux gens qu'est-ce que je faisais à l'époque. OK. Ben, c'est super. C'est là que le stage. Pardon? J'ai dit c'est super, ça a fait quand même plusieurs expériences. Oui, puis à un moment donné aussi, au niveau social, je me suis impliqué dans des conseils d'administration, à l'Association des personnes handicapées visuelles. J'étais dans une réunion à un moment donné d'un groupe de base qui s'appelait Action Handicap. Ça commençait à 8h30 du matin jusqu'à 16h d'après-midi. OK. Ça, très lourd. Toute la journée. Toute la journée. J'apportais mon lunch, puis tout ça, puis avec une dame qui s'occupait de l'organisme dans le temps, puis c'était pas de tout repos. J'ai participé aussi à des assemblées générales. En tout cas, je me suis impliqué à fond, là, pas mal là, dans le milieu communautaire. J'étais à un moment donné, pendant 4 ans, au RUTA, au regroupement des usagers du transport adapté. Oui. Ça a été une bonne expérience, et puis j'en ai appris beaucoup au niveau du transport. Et là, en 1978, là, je recule en arrière un peu, le Transport Liberté est né à Sherbrooke. Donc, j'ai ça. Et c'était quoi, ça, le Transport Liberté? Le Transport Liberté, c'est un service de transport pour permettre aux personnes handicapées, en général, de sortir, justement. OK. D'autres, les non-voyants, on avait accès à ça, à ce service-là. OK. Là, à un moment donné, un peu plus tard, je reviens au niveau de la Villa du Frein dans le temps, il m'obligeait à prendre le transport adapté. Je leur ai dit, penses-tu que je vais développer mon autonomie de cette façon? Ouais. Non, merci. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas accepté cette offre-là. Je leur ai dit, moi, je suis capable de me débrouiller. Et là, ils m'ont dit, on est responsable de toi. Alors, j'aurais dit, j'ai répliqué, vous n'avez pas le droit d'être responsable en dehors du terrain, ça vous appartient pas.
Ouais, c'est quelque chose, mais c'est bien que tu aies eu l'audace de faire valoir ton droit, là, puis de mettre... Oui, puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tard? Ben, j'avais un oncle qui était aveugle, justement, qui était demi-voyant. Il est venu à Villa. Là, ben, ce qui est arrivé, c'est que il est allé parler aux instructeurs, aux instructrices dans le temps. Il est allé parler à l'instructrice, puis il dit, là, il dit, mon neveu, vous allez le laisser tranquille, parce que là, si vous ne le laissez pas aller, il ne développera pas. Il ne se développera jamais. Donc, c'est pour ça que ça m'a encouragé à continuer. Lui, il me montrait des trucs qu'il connaissait, selon ses connaissances. Là, ben, ça me permettait de me préparer. Et après ça, ben là, j'essayais de fonctionner. C'est des coins qui n'étaient pas faciles non plus, là, dans le bout de la rue Robidoux, là. Il fallait aller en ligne droite sur la lumière, puis après ça, appuyer sur le bouton. Puis après ça, quand le stop se faisait, traverser de l'autre bord, mais c'était une rue très large, très dangereuse. Mais ce qui était bien, c'est que toi, ça te faisait pas si peur, parce que toi, tu voulais quand même être autonome. Ben, je voulais me débrouiller parce que moi, j'ai prouvé que j'étais capable de me débrouiller. C'est ça. D'autres, là, ils croyaient pas. C'est tu ça. crois pas? Correct. Mais viens pas broyer après que je vais être malade, là. Donc, c'est pour ça que je me suis battu. J'ai vu des cours de mobilité, comme je te disais tantôt. Là, ben, c'est là que ma confiance a été augmentée. Super. Et là, on parlait de la pandémie tantôt, mais malgré tout, pendant la pandémie, est-ce que tu as réussi à faire quelques trucs, à faire quelques activités pour passer le temps? Ben, en fait, moi, ce que je fais présentement, ben, c'est que quand j'ai des lectures à l'audiothèque, l'oreille qui lit, ben, j'en profite, puis je lis les journaux. Et les journaux, je lis plutôt les grands titres parce que, à un moment donné, j'ai essayé de lire tout ça. C'était très long. Ouais. Les appareils, ils me jouaient des tours, comme je t'expliquais hier soir, c'est que, à un moment donné, ben, j'entendais un bruit de clavier téléphonique, là, ça me rendait au début du texte pendant 3 fois. Au bout de la 3e fois, ben là, je me faisais couper la ligne par le serveur. Complètement coupé. Oui, c'est ça. Mais, ça, c'est désagréable. Ben oui, je comprends. Mais le système téléphonique de l'audiothèque L'Oreille qui lit, dans le fond, ça te permet toujours de te tenir un peu au courant des actualités en parcourant les journaux, les magazines, tout ça. C'est ça. Puis, en fait, dans différentes rubriques, comme les guides pratiques, là, c'est nouveau, là, ils ont sorti ça tout récemment, là. Donc, c'est pour ça que je profite des moments de lecture quand j'en ai beaucoup. Ça tue vraiment le temps. Même des fois, durant la nuit, je dors pas, puis je saute sur le téléphone, puis là, je me mets à lire. Mais c'est pratique d'avoir encore accès à des choses par téléphone, hein, parce que ben c'est justement, oui. Hein, on peut être au lit, puis on peut avoir notre appareil, puis on peut... en fait, moi, je suis pas au lit, moi, je suis à mon bureau, parce que j'ai des téléphones avec fil. Les téléphones sans fil, ben ça, c'est compliqué à manipuler, parce que les touches sont tellement petites, là, que c'est pas de service non plus. C'est ça. Et en plus, t'es obligé de charger ça tous les soirs, puis c'est énergivore. Ah oui, effectivement. Mais, tu sais, dans le fond, avec notre téléphone, on peut s'installer comme on veut, où on veut, puis faire nos lectures, puis nos écoutes téléphoniques, là, puis... Moi, je fais ça dans ma pièce, puis bingo, puis j'écoute ça, puis ben, c'est une façon pour moi de tuer le temps. Et c'est un bon service qu'ils offrent aussi, l'audiothèque, là, en nous donnant tout accès à ces rubriques-là. Surtout qu'en plus, ben, le directeur général, c'est Pierre Schramm, je le salue en passant. Ben oui, l'écoute. Bien sûr. Et Pierre, on s'est souvenu de divers souvenirs à l'Institut Louis Braille aussi, puis ça a été un bon compagnon, puis à un moment donné, ben, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai su qu'il était directeur général de l'audiothèque, là, j'étais content, là, puis il a cheminé pas mal à sa façon.
Effectivement. C'est un... J'ai lu une chronique. Ça m'a inspiré beaucoup aussi. Oui. Il y a même aussi des chroniques qui s'appelaient Les artisans de notre histoire aussi. Fait que ça m'a beaucoup inspiré à continuer. C'est ça, hein? C'est intéressant, ça aussi, parce que ça nous fait découvrir des gens pour ceux qui les connaissent pas, puis ça fait découvrir un peu... Ça nous permet d'avancer aussi. Oui, de prendre exemple, de prendre de faire certaines choses que ces gens-là peuvent faire, nous ont démontré qu'ils pouvaient faire et tout et tout. Oui, puis ça permet aussi de prendre de l'assurance aussi. Oui, effectivement, c'est à tout ça que ça sert. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'écouter ces entrevues-là. Puis j'écoute aussi des séjours, les revues séjours, là, à toutes les semaines, là. Ça fait partie des magazines. Je sais pas si tu connais aussi Urbania. Oui. Il y a des articles sur la société là-dedans aussi. C'est pas le choix qui manque, là, dans... Non. Il y a un autre aspect aussi que j'ai pas parlé depuis le début de l'entrevue, c'est que j'ai connu l'époque des revues Braille. Ah oui? Je sais pas si tu as connu l'Action typhlophile canadienne. C'est une grosse revue, assez encombrante. Il y avait des articles sur la société, il y avait des extraits, des textes sur l'encyclique papale, et puis c'était mis sur pied dans le temps par la Société amicale des aveugles. OK. C'est situé à Montréal. Donc, un des religieux des Terres Saint-Viateur, le Père Campbell, a participé justement à ce projet-là. Et en 1969, on a eu le lancement du Carrefour Braille en janvier 69. Oui, ça, j'ai connu ça. Ça a été fondé par un qui s'occupait de choisir des articles justement pour nous, de roder cette revue-là. Ça a permis aussi, au fil des années, la revue a pris de l'ampleur, et puis à un moment donné, moi, je me suis mis à écrire un texte sur l'automne. Là, j'ai envoyé ça. J'avais l'Internet dans le temps, je pouvais envoyer des courriers électroniques. J'ai envoyé ça au service de production Braille, et eux recevaient mon texte, puis là, à ce moment-là, ils le vérifiaient. Tout était beau. Ça a été publié dans un des numéros, je ne me rappelle pas de quel mois, là. Il y a des personnes qui ont lu les textes, puis j'ai eu quelques échos de la rédaction du texte. Ah, c'est fantastique. Et oui. Ça donne une... Fait que le Braille, ça a duré jusqu'à dans les années 90, à peu près, dans ce coin-là. Et quand ça a parti, là, ça a créé un vide en moi. Oui. De plus recevoir ta revue, je pense que c'était 10 fois par année, quelque chose comme ça, là. Oui, 10 fois par année, sauf juillet et août. C'est ça. Donc, j'avais cette revue-là. C'est une revue qui était publiée dans le temps à travers la francophonie. J'ai sûrement eu la chance de consulter ça à un moment donné. Oui, le Carrefour Braille, j'ai connu ça un peu, oui. Oui. Puis ça, c'était diffusé à travers la francophonie. Ça allait jusqu'en France, jusqu'en Afrique, jusqu'en Algérie aussi, là, puis différents coins là, de la francophonie. Ça, à un moment donné, ce qui est arrivé, une année, quand j'ai été faire un tour à Louis-Braille, à Nazareth-Louis-Braille, dans le temps, il y avait la grève des postes, donc j'apportais quelques copies à des gens qui faisaient partie du Club Oasis à profiter pour lire, justement. Fait que j'en ai apporté. OK. En même temps, ça me permettait de voir la gang, puis saluer, puis après ça, revenir à Sherbrooke. C'est fantastique, ça l'a rendu service à des gens. Tu as fait le facteur. Oui, le facteur, on n'a plus le facteur qu'on avait parce que c'était un facteur ambulant. C'est ça, mais là, on revient plus dans le facteur de courrier. Oui, c'est ça, pas dans le facteur mathématique parce que là c'était pas la cause qu'on traitait, là. Non, c'est ça. Les mathématiques, là, on laisse ça aux autres. On laisse ça à ceux qui aiment ça. Fait qu'en fait, c'est ça qui est...
Puis j'ai participé aussi à un moment donné à des jams de musicaux avec l'Association des musiciens traditionnels de l'Estrie. OK. Ça, j'ai participé à des soirées, ça m'a permis de me faire connaître. Mais c'était pas dans le but d'avoir des engagements, c'était dans le but de socialiser, puis s'amuser, puis jouer de l'accordéon avec d'autres. Il y avait plusieurs personnes qui jouaient de l'accordéon à Python. Moi, j'étais sur l'accordéon piano. Il y avait quelqu'un qui était sur le piano, puis ça a été des belles soirées que j'ai vécues au sous-sol de la Résurrection du Christ à Rock Forest. Ça a duré quelque temps. Après ça l'a tombé. Ah. J'ai même participé aussi dans le temps des fêtes à des parties à CFLX, la radio communautaire de l'Estrie. Ça, on va en parler. C'est une radio qui est assez vivante, qui est très différente des autres. On avait à un moment donné des fameux parties du jour de l'an avec Robert Legault et compagnie. Ça se faisait le 31 décembre et le 1er janvier de chaque année. À un moment donné, ils sont allés à 107.7, à la station Cogeco. Ça n'a pas duré longtemps. Là, à un moment donné, ils sont revenus aux sources, ils sont revenus à CFLX. Là, j'ai continué à aller rejoindre des musiciens avec Yves Elie et compagnie, puis le fun a pogné. C'était des balles à l'huile à bonne franquette dans les après-midi du jour de l'an. C'était coupé d'entrevues aussi. Robert Legault il me posait des questions, puis à un moment donné, expliquer. Puis en même temps, j'en profitais pour vendre ma salade. La première année, il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a invité à son party. Là, j'ai joué. Fun. Là, il m'a payé en conséquence. Même pas de descendant. Fait que là, en tout cas, j'ai bien aimé ma soirée, puis ça a été le fun. Les autres années, ça s'est tellement estompé que là, ça fonctionnait plus. Ah, c'est dommage. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est là que l'accordéon s'est effrité. C'est là que l'accordéon a perdu beaucoup de valeur, puis on entend parler aujourd'hui de l'accordéon piano. C'est vrai. D'ailleurs, en temps de pandémie, à un moment donné, j'ai été isolé quand je suis sorti de l'hôpital, puis ce qui est arrivé, c'est que là, on fait le test de la COVID, un deuxième test de la COVID, parce qu'on en a passé un à l'hôpital, c'était négatif. Et là, une fois le test passé, j'ai attendu 2 jours. 2 jours, je reçois un appel d'infirmière. Elle me dit que c'était négatif. Crois-moi pas, cet après-midi-là, j'ai sauté sur l'accordéon. Là, j'ai appelé des gens, puis j'aurais joué des pièces, des tunes, toutes sortes de tunes variées pour pouvoir passer l'après-midi. Fait que j'ai pété ça en grand. C'est là que je me suis pété, comme on dit. C'est merveilleux quand même, hein, d'avoir pu passer du temps comme ça par la musique. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir des contrats de musicaux en main libre, mais le problème, c'est que personne n'appelait. Ah. Et qu'au téléphone, le problème, c'est que le son n'est pas égal. Il y en a des fois qui ont des cellulaires, ça coupe. C'est ça. C'est plus difficile d'avoir une uniformité, là. Donc, veux pas, mon cher Martin, la technologie, ça joue des tours. Ah oui, c'est pas parfait. On s'en passerait plus, mais c'est pas parfait. Même si j'étais sur un ordinateur, l'effet stéréo n'est pas là. Non, c'est ça. C'est pas pareil comme en personne. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé tout ça, puis à un moment donné, ça fonctionnait plus, puis là, je me suis dit, là, moi, je prends le temps de vivre, bonsoir, bonne nuit, puis c'est ça qui arrive actuellement. Mais c'est ça qui arrive, puis c'est quand même très bien que tu, malgré tout, sois capable d'occuper ton temps, de pas trouver le temps trop long. Et il va y avoir aussi un après-pandémie. Mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, quand même, des choses très importantes. À chaque émission, on en apprend. Mais moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est
on n'est pas obligé d'accepter les gens qui ne nous traitent pas à notre juste valeur. Hein. Ceux qui nous traitent comme des personnes handicapées intellectuelles, Et qui nous infantilisent à ce moment-là, c'est vraiment jouer avec les émotions, puis ça a un danger aussi au plan psychologique. Effectivement, ou qui ne s'adressent pas à nous en personne, là, qui vont s'adresser avec la personne qui nous accompagne ou qui vont en tout cas faire des détours pour nous parler, là, ben c'est pas nécessaire. Hein? Vous pouvez nous parler à nous directement. On a nos oreilles pour vous écouter, notre bouche pour vous répondre. Hein? C'est nos yeux qui sont non fonctionnels. Oui. Et c'est pour ça que je vois aussi que les yeux du cœur sont là aussi. Oui, effectivement. Et tout ce qui est défense de nos droits, défense des programmes qui stagnent, là, qui ne suivent pas la hausse de la vie, tout ça, là, c'est important qu'on s'en occupe parce que tous ces dossiers-là, oui. c'est long, hein, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça aboutit pas toujours comme on veut, mais ça prend des gens qui le font, ça prend des gens qui vont en investir du temps pour essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées visuelles. Ça se fait pas tout seul non plus. C'est ça, pas du tout. Puis comme tu le disais, il n'y a pas toujours autant de relève qu'on en aurait besoin. Ah non, dans les organismes communautaires, très souvent, là, c'est les mêmes qui s'impliquent, là, puis moi, je suis le premier, là, je commence à être vraiment essoufflé, là, puis là, c'est pour ça que j'ai pris un break à un moment donné, là, puis j'ai besoin de prendre un recul, puis de m'oxygéner. Puis, comme passion, là, c'est sûr que je faisais beaucoup de vélos stationnaires à l'époque parce que moi, je voulais aller en vélo tandem avec quelqu'un. Ce qui est arrivé, c'est que Anne Dubois de l'Association des personnes handicapées visuelles d'Estrie, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais, c'est quoi? Elle m'a dit, j'ai un pilote qui serait intéressé à t'essayer avec toi pour que tu sois jumelé puis aies du plaisir. Ah là, tu peux être sûr que j'étais heureux comme un papa. Donc, j'en ai profité pour sauter sur le vélo tandem avec lui. Compte tenu que je faisais beaucoup de vélos stationnaires, ça développait mon équilibre aussi. Puis, oui. Là, avec lui, j'étais vraiment en confiance. Et là, ce qu'on faisait, on essayait, on prenait embarquait sur le vélo, lui embarquait en avant, puis moi, j'étais en arrière. Là, on mettait un pied à terre. Quand on arrivait à partir, là, il disait 1, 2, 3, go. Là, je levais la patte gauche, la patte gauche, là, je mettais ça sur le pédalier, puis on partait, puis on s'en allait à différents points de la ville. C'est là que les premiers coups, on est allé à Knoxville, on est allé jusqu'au McDonald's, puis après ça, on est revenu. Là, au fil des entraînements, je prenais beaucoup de force. Ce qui est arrivé à un moment donné, on est allé à différentes places. On est allé virer à l'auberge Sainte-Catherine de Hatley. Un 30 avril, une année, il faisait tellement beau qu'on en a profité pour monter la côte Acadie, la côte Union. Ça, c'était vraiment du sport. Il fallait que le pilote louvoie de gauche à droite pour garder l'équilibre. Et ça, c'était pas facile. Moi, je forçais comme un peu, puis là, on a réussi à monter les côtes, mais en deux phases. Donc, c'est pas évident. Mais le vélo, c'est une belle activité, ça garde en forme. Oui. Là, j'en faisais tout le temps. Je faisais même des 2 à 3 heures par jour, puis je mettais des centaines de piastres sur des vélos, parce que les vélos, moi, je les usais pas à peu près. J'étais ramassé à un moment donné avec des petits Powerlight que j'achetais chez Canadian Tire. J'ai usé tellement que la courroie pétait aux frettes, puis là, ça y allait au taux. J'étais plus capable de pédaler. Là, c'était pas réparable. À chaque vélo que je pétais, il fallait envoyer ça au chemin. Là, le ferrailleur, lui, il ramassait les morceaux pour faire des... je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec ça, là. Et il faisait des expériences. En tout cas, là, il ramassait toute la ferraille.
Là, ben, j'ai mis des centaines de piastres là-dedans. Là, aujourd'hui, ben, j'ai un vélo actuellement qui a l'écran, mais l'écran fonctionne pas, donc je pédale dans le beurre. J'ai essayé d'entreprendre une démarche pour avoir un écran parlant intégré à mon vélo stationnaire. Là, ce qu'on m'a dit dernièrement, ben, ça n'existe pas. Le problème, c'est que il y a personne qui s'est attaqué au problème. Il y a personne qui n'ose pas aller vers le fabricant. Moi, aller là seul, ça m'intéresse pas. Faut que je sois avec une gang. Mais il faudrait que les gens se manifestent parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Oui. Malheureusement, les gens ne se manifestent pas. Donc, à l'heure actuelle, ça m'a enlevé ma motivation, ça m'a enlevé le goût de pédaler parce que là, moi, je voulais faire ça, justement, c'était pour donner des résultats à mon médecin pour qu'il voie la progression de mes entraînements. Mais je suis persuadé que notre message va être entendu et qu'à un moment donné, on va avoir quelque chose qui va nous aider à s'entraîner puis à avoir un suivi sur notre entraînement. Ah ben oui, parce que là, moi, je trouve ça important. Puis là, ben comme c'est là, honnêtement, moi, là, j'aime mieux aller marcher que de pédaler dans le beurre sur place. Ben, le côté positif de marcher, c'est que ça prend pas vraiment d'adaptation, hein, Ça prend pas d'équipement non plus. C'est ça, un très, très peu d'équipement. Ça fait que... Puis on peut marcher... Donc, la preuve, à l'heure actuelle, moi, je marche tous les mercredis avec une dame bénévole. Là, j'en avais un autre, mais là, il est en repos présentement par rapport à son mal de genou. Ça va un petit peu mieux. Il conduit son auto, mais il y a encore bien du repos à attraper pour qu'il puisse être en forme un jour ou l'autre. C'est ça. Mais au moins, ils t'ont trouvé. Ben, je suis en train de rechercher des gens plus jeunes parce que moi, je veux ménager les gens de 70 ans et plus parce que ces personnes-là ont beaucoup travaillé dans leur vie. Ils n'ont pas la force de marcher pendant des heures. Donc, c'est pour ça qu'avec ces gens-là, ben, je peux pas faire pas plus qu'une heure d'entraînement à la marche pour pouvoir prendre l'air puis ainsi de suite. Puis là, aller dans différents points de la ville. Puis là, ben, des jeunes qui veulent s'impliquer là-dedans, c'est pas compliqué, là. C'est d'aller marcher. Jeunes qui ont de l'endurance, qui ont la force physique, qui sont en forme, qui n'ont pas peur de l'aventure. C'est ça, hein, parce qu'on sent que toi, t'as pas peur de l'aventure. Non, parce que moi, ça me permettrait de marcher pendant 2 ou 3 heures dans un avant-midi. Puis surtout que je suis une personne diabétique, donc ça veut dire que c'est bon pour faire baisser le taux de sucre aussi. Ah. Hey, Hugues, on te remercie beaucoup pour cette belle entrevue, pour ce beau partage. Je pense que... Hey, ça fait plaisir, mon Martin. On a fait un beau tour de ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives aussi qu'on peut en retirer, puis beaucoup de pistes, je crois, pour ceux qui auraient envie de s'impliquer. Ceux qui auraient envie, des fois, de pousser des dossiers pour que ça avance, pour que les programmes ou que les trucs, les appareils soient plus accessibles, je pense. Hein, ça peut être important et c'est très d'actualité aussi. Puis à un moment donné, ben là actuellement, au moment où on se parle, je suis en recherche de téléphone avec fil performant avec afficheur parlant. Ça, j'ai fait le tour des magasins, j'ai appelé à l'Institut Nazareth Louis-Braille, ils en font plus. J'ai appelé à la Fondation INCA, ils en ont pas. J'ai appelé à différents endroits aussi, comme l'Institut Raymond Devoir, l'Institut de réadaptation à déficience physique. En tout cas, j'ai fait le tour. Il n'y a vraiment aucun appareil, il n'y a rien de ce côté-là qui permet justement, par exemple, de savoir, par exemple, le nom de la personne qui appelle, la date, l'heure, s'il y a des appels inconnus, masqués, anonymes, etc. L'appareil que j'ai actuellement, c'est un AmpliVoice E50, mais c'est un appareil qui est désuet aujourd'hui. Donc, ces fonctions sont malheureusement visuelles, donc je ne peux pas. Pour travailler dans les menus, ben très souvent, faut que 2 solutions. Soit que faut que je cherche le nombre de coups de flèche que je fasse pour aller à l'option désirée. Exemple, si je veux aller à l'option garder numéro, ben faut que je fasse 4 coups de flèche vers la droite. Puis c'est la même chose aussi pour les autres fonctions, là, c'est pas évident. Ou l'autre fonction, ben, je suis tout le temps obligé d'être à la merci des voyants. Ça brime l'autonomie complètement.
Sinon, ben, faut travailler à l'aveuglette. Ouais. Mais ça m'aveugle encore plus parce que aujourd'hui, c'est tellement beau, tellement là, que à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, garde les automobilistes, eux autres, ils sont aveugles, ils regardent même pas où ce qu'ils vont. Fait que ça fait des stops américains, puis c'est dangereux. Et là là, et t'as raison. Oui. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie d'avoir des appareils plus performants. Et même à part ça, ben, au niveau des téléphones sans fil, ben, c'est la galère parce que je suis pas à l'aise avec ça. Puis le désavantage d'un téléphone sans fil, c'est que ça, s'il y a une panne d'électricité demain matin, faut appeler. Effectivement. Alors qu'avec un téléphone sans fil comme celui-là, s'il y a une panne demain matin, soit j'utilise le combiné de l'appareil ou j'ai un autre appareil qui prend ni pile ni courant, un Etchtech. Donc, c'est un appareil que j'ai pris à la source. Et à ce moment-là, conçu pour affronter des pannes électriques. Je peux appeler à ce moment-là en main libre. Même chose, comme si j'étais sur un main libre électrique. En tout cas, si jamais il y en a qui ont des petits des Q, là, qui ont des idées d'appareils de téléphonie qui pourraient convenir à notre invité d'aujourd'hui, ben communiquez avec moi, puis je lui ferai part de vos trouvailles. Oui, puis en plus, un autre aspect aussi que j'ai pas parlé. En 1994, j'avais été aux Galeries 4 saisons. J'étais acheté, dans ce temps-là, je sais pas si tu as connu l'époque de Radio Shack. Oui, oui. Donc, ils vendaient, eux autres, des calculatrices parlantes. OK. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre la synthèse vocale de la calculatrice en question. Non. On va en profiter. J'en sors une. Ça, je pars la machine. Supposons que je veux calculer un prix, admettons. Je veux savoir les deux taxes. Ouais. Ça peut. Oh, je vais recommencer. Voyons. Ça recommence. Faut avoir de la patience, hein? Voyons. T'as peu. T'as peu. Voyons. Voyons. Ben, c'est la barouette, c'est pas facile parce que faut quasiment que tu t'enlignes dans les colonnes, puis pas évident. Elle avait un Je petit... reprends la dernière fois. Voyons. Une dernière fois. Ouais. Quand je veux savoir le montant avec la taxe. Comment tu trouves ça? Ben, elle avait un petit ton un peu aigu. Je trouve que ça sonne, en québécois, je trouve que ça sonne lacatin. Ça, c'était les calculatrices parlantes du temps. Mais c'était quand même mieux que rien, là. C'était vendu dans un Radio Et Shack. j'en ai connu une pire que ça encore. Il y avait quelqu'un qui avait une calculatrice parlante qui venait de la Californie. Quand mettons que tu arrivais et que tu faisais une opération, ça dépassait le million. Là, la machine, elle disait overflow, overflow. Hey, OK. Ouais. Tandis qu'avec celle-là, supposons, je veux calculer quelque chose. On fait une expérience. Ouais. Égale erreur. Ah. Ouais, il y avait des limites un peu rapides.
Oui. Si, admettons, je voulais calculer les milliards, ben là, 7, 4, 1, 5, 8, 1, 2, 5, oui, il y a un signal qui se faisait entendre pour dire que c'est la limite. OK. Là, si j'essaye, 3, 1, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 3, non, erreur. erreur, tu vois? Ouais. Fait que ça donne un aperçu, justement, là, de la limite de la calculatrice en question. Effectivement. Oui. Hey, sur ce, Et on... puis là, quelques années aussi, pour continuer, Oui. à un moment donné, quand le Club Oasis a été dissous, ben là, il avait offert aux non-voyants des cartes de bingo. Donc, j'en ai profité pour sauter dessus. Sauter sur 2 cartes, ils m'ont donné une boîte de jetons avec ça. Quand il y a des parties dans le temps des fêtes, puis qu'on joue au bingo, moi, j'en profite pour jouer au bingo en même temps que les autres. Avec tes cartes, Oui. ben c'est bien. Et avec, Donc, avec Noël qui s'en vient, on va peut-être avoir droit à des petits parties cette année comparativement à l'an passé. J'espère, en tout cas, parce que là, on n'a plus le club, nous autres, à Sherbrooke, on a seulement que l'Association des personnes handicapées visuelles. D'ailleurs, ce que je t'encourage à faire aussi, ce serait d'aller consulter le site de l'association. On a un journal qui s'appelle Nouveau Regard. Il y a des articles sur divers aspects de la déficience visuelle, et puis c'est très captivant. Il y a des nouvelles du conseil d'administration aussi, puis il y a un paquet d'articles qui ont été produits dans des sources sûres, là. Ben, je vais le faire avec plaisir. Et puis là-dessus, on va terminer l'entrevue parce que on a fait quand même assez long. Oui, mais ça. Donc, encore une fois, un gros merci. Et puis, continue à nous écouter. Continuez tous à nous écouter d'ailleurs pour oui. avoir des beaux témoignages comme on a eu encore cette semaine. Ah bon aussi, c'est bien beau penser aux gens qui ont l'Internet, mais il faut penser aussi aux personnes qui n'ont pas d'Internet du tout. Ça prendra quand même un numéro de téléphone quelconque pour que les gens puissent donner des commentaires justement sur la rubrique Connaissez-vous. On va songer à ça pour essayer de faciliter justement la transmission de commentaires ou ceux qui, comme toi, veulent participer. Exact. Un gros merci. Et ça c'est un projet qui peut augmenter aussi. Comme je t'expliquais hier, justement, ça pourrait être mis aussi dans des radios communautaires aussi. On va explorer cette possibilité-là. Bon, c'est parfait, puis on s'en reparle en dehors des ondes, comme on dit, là. Parfait. Un gros merci. Ça fait plaisir, Martin, puis prends soin de toi. Et toi aussi. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!